Et l'invité politique de la matinale est ce matin Pascal Cherki. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour. Député socialiste de Paris, porte-parole de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui a envoyé une lettre à 10 millions de Français. Les Français, les électeurs vont la recevoir, cette lettre dans leur boîte aux lettres. Ça sert à quoi exactement ? Mais ça sert à continuer une campagne et essayer de parler du fond. Parce que depuis le début, cette campagne est polluée par trois choses. 1, les affaires. 2, les reniements, les trahisons, les parjures. Un certain nombre de personnes qui n'ont pas respecté leurs engagements. Je pense à M. Le Drian, je pense à M. Valls ou d'autres. Et 3, le fait, et ce n'est pas à vous que je le reproche, le fait que dans cette campagne, on passe son temps à commenter les événements et pas à discuter du fond. Et d'ailleurs, il y a eu des débats sur le fond, notamment sur CNews. Il y en a eu 2, mais ce que je veux dire par là, c'est que suivi par des millions de téléspectateurs. Oui, donc le fond, il y a eu du fond dans la campagne. Écoutez, vos confrères de France Info ont sorti un sondage aujourd'hui qui est assez éclairant, ou hier, qui disait que près de 7 Français sur 10 étaient dégoûtés ou en colère par cette élection présidentielle parce qu'ils considéraient qu'ils n'en savaient pas assez sur le programme des candidats. C'est la raison pour laquelle nous envoyons cette lettre, pour justement rappeler les axes de fond sur lesquels nous voulons intervenir. Parce que dans cette campagne, c'est la première campagne présidentielle où on parle aussi peu du fond. Rappeler et relancer la campagne. Benoît Hamon, vous parliez de sondage, il est dans le creux de la vague. Vous les regardez évidemment les sondages, il perd 0,5 points dans notre tout dernier sondage IFOP quotidien, 8,5% d'intention de vote, moins 0,5. Cette lettre, c'est le coup de la dernière chance ? Mais non, mais c'est pas le coup de la dernière chance. Jusqu'au vendredi 21 avril, 23h59 et 59 secondes. La campagne continue. On sera en campagne. Ça, c'est sûr. François Hollande devrait sortir du silence. C'est ce que disent nos confrères du Monde. Il devrait mettre en garde contre un danger d'un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il appelle à voter pour personne. Ça vous déçoit que le président socialiste n'appelle pas à voter pour votre candidat, PS ? Je ne commande plus depuis longtemps les paroles du président de la République. Vous ne commentez pas, mais vous pouvez regretter son absence dans cette campagne. Je ne commande pas les paroles du président de la République. Vous ne commentez pas les paroles du président de la République qui ne soutient pas Benoît Hamon, qui n'a pas levé le petit doigt pour Benoît Hamon. Je ne commande pas les paroles du président de la République. Bon, quand on regarde Benoît Hamon, on a le sentiment qu'il fait campagne seul. Hein. On vient de le voir. Il est où l'appareil du PS ? Mais nous faisons campagne sur le terrain avec les militantes et les militants socialistes qui sont fidèles et loyaux à l'engagement collectif que nous avons pris devant les Français. Ceux qui sont fidèles et loyaux, il y en a beaucoup qui ne le sont pas ? Ça ne vous a pas échappé que quelques-uns ont considéré finalement que les règles que nous avions édictées n'étaient pas faites pour être respectées quand le résultat ne leur convenait pas. C'est Jean-Luc Mélenchon, Pascal Cherki, quel vent en poupe à gauche. Jean-Luc Mélenchon, pour qui Benoît Hamon votera s'il n'est pas lui-même au second tour. Et la réciproque est vraie. Et la réciproque sera certainement vraie. Mais c'était pas un petit peu trop tôt pour dire ça ? Parce que Jean-Luc Mélenchon ne lui dit pas ça. Hein. Il dit attendez, on verra. Non, mais nous, on verra le résultat du premier tour. Nous sommes des gens honnêtes. Dans cette campagne, nous menons une campagne sous le sceau de l'honnêteté. Honnêteté sur nos propositions, honnêteté sur nos intentions. Ça paye pas l'honnêteté. Et nous avions dit lors des primaires que nous étions pour un rassemblement de toute la gauche. D'ailleurs, nous l'avons proposé à Jean-Luc Mélenchon, qui l'a refusé, arguant du fait, qui n'est pas faux d'ailleurs, que nous avions des désaccords très importants sur l'Europe. Et c'est vrai que nous ne sommes pas, nous, d'accord, et je vais répondre à votre question, mais je veux quand même insister là-dessus, et pour la sortie de la zone euro, qui entraînerait aussi d'une certaine manière la sortie de l'Europe. Alors Jean-Luc Mélenchon dit qu'il ne veut pas sortir de la zone euro, il dit qu'il va négocier avec Angela Merkel. C'est le désaccord principal. Et ensuite, c'est le désaccord principal que nous avons. Ouais, et ensuite, en cas d'échec. Sortir en cas d'échec. Bon, c'est donc le désaccord principal que nous avons. Il n'est pas mineur. Bon, après ceci dit, nous avons des convergences. Donc, quand on nous pose une question, on y répond honnêtement. On nous a demandé si nous n'étions pas au second tour, est-ce que nous pourrions voter pour Jean-Luc Mélenchon ? Mais bien sûr que oui. Ce que vous envisagez donc ? Et si nous ne sommes pas au second tour, et s'il est au second tour. Si c'est Macron qui est au second tour face à Marine Le Pen, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Hein. On dit qu'il y a du suspense. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, si on croit les sondages, on se dirige vers un second tour. Le Pen, Macron. Pour qui vous voteriez ? Nous serons pour le Rassemblement républicain pour faire barrage au Front National. Donc derrière Emmanuel Macron ? Si c'est lui qui est au second tour, oui. Mais j'espère que de son point de vue, la réciproque est vraie. Eh bien, on lui demandera. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il avait besoin d'Arnaud Montebourg. Si même Arnaud Montebourg vous lâche... Là, c'est pas la question, mais monsieur, regardez, vous voyez cette question-là. Nous avons un programme, une orientation qui est fondamentale parce que
la question principale, c'est qu'est-ce que fera le président ou la présidente de la République élue en matière de politique éducative, en matière de politique sociale, en matière de politique économique, en matière de politique européenne. Là, vous êtes là comme si on était dans le Tour de France en disant voilà, c'est une étape en col, alors vous êtes lâché, il y a une échappée, qu'est-ce que vous allez faire, etc. etc. Ça ne m'intéresse pas de faire de la politique comme ça. Et c'est ça aussi la présidence. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, les Français, ils vont voter aussi sur des orientations. Ça va les concerner pendant 5 ans, monsieur, de savoir si oui ou non nous occupons la... C'est quand même un problème si vos orientations ne semblent pas plaire. J'utilise donc, et nous utilisons le temps d'antenne qui nous est donné, pour essayer de dire aux Français, ce qui compte quand même, c'est le rapport au travail, c'est la question sociale, c'est la redistribution des richesses, c'est le partage des revenus, c'est la réorientation de l'Europe pour la sortie de l'austérité. On va y venir. Oui, il nous reste beaucoup de temps, il nous reste 14 minutes exactement. Il y a eu une rumeur de SMS qui vous est parvenue. SMS qui aurait été envoyé par le directeur de campagne de Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, qui disait que Benoît Hamon se retirerait au profit de Jean-Luc Mélenchon. Il a démenti après avoir concédé que ce SMS existait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un petit cafouillage? Non, mais Mathieu Hanotin ne m'a pas envoyé de SMS, vous n'a pas envoyé de SMS. Voilà. Encore une question de fond que vous nous avez posée. Voilà, c'est une question sur la campagne. C'est normal que la campagne s'intéresse parce qu'elle cherche qui. Hier, Benoît Hamon, il était en campagne à Vaux-en-Velin et à Villeurbanne, c'est près de Lyon. On parle de la campagne, on parle du projet. Voilà. Il est à la Courneuve, à Villiers-le-Bel et à Sarcelles. Il axe les derniers jours de sa campagne présidentielle sur les quartiers. C'est une dimension qui est importante. Pourquoi? Parce que la question qui est derrière, c'est la question de l'égalité. Beaucoup de gens parlent de la République. Ils en parlent comme d'une abstraction. Nous, on va en parler comme quelque chose de concret. La République, c'est l'égalité. Or, aujourd'hui, tous les citoyens dans notre pays ne sont pas traités de la même manière. Vous avez toute une partie de la population, dans les quartiers, en zone rurale, qui n'a pas le même accès aux services publics, qui n'a pas les mêmes moyens pour l'école, qui n'a pas la même chance pour l'emploi, qui n'a pas la même chance pour la possibilité d'entreprendre. Voilà. Donc la République, c'est pas que la République des centres-villes et des beaux quartiers. Et vous dites qu'on met en avant parfois des parcours qui se déroulent bien de jeunes des quartiers. Quand on parle des quartiers, on ne parle... C'est l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle des quartiers, d'abord, la plupart des hommes politiques en parlent comme d'une partie du territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc ils en parlent en mal, en négatif, alors qu'il y a une énergie formidable. Le problème principal qu'il y a, c'est une absence d'égalité. Voilà. Ce sont des discriminations. C'est une absence d'égalité par rapport à l'emploi. C'est une absence d'égalité par rapport aux services publics. Vous avez des citoyens de la République qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, qui ne sont pas traités de la même manière que les autres, dans les quartiers et en zone rurale. Donc la responsabilité et le rôle d'un candidat de gauche qui s'assume, parce que Benoît Hamon est un candidat de gauche qui s'assume, c'est de dire que la République, elle doit être pour tous. Qu'est-ce qu'il y a de changé depuis 2012, l'élection du dernier président socialiste? De quel point de vue? Dans les quartiers? Les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens sont extrêmement déçus et que nous avons pu constater lors des précédentes élections une abstention importante. Et nous disons à tous ces hommes et ces femmes de toutes les couleurs qui font la France dans ces quartiers, saisissez de l'arme démocratique qui est le bulletin de vote pour vous faire entendre. Car si vous ne pesez pas sur ces élections présidentielles, celles et ceux qui aspirent à représenter l'ensemble de la nation continueront à vous oublier. Il y a aussi un vivier d'électeurs socialistes dans ces quartiers, comme on dit. C'est un enjeu démocratique. Je veux dire, ces citoyennes et ces citoyens doivent se mobiliser dans leur propre intérêt pour peser sur le cours des choses, que s'ils vont moins voter qu'ailleurs, un certain nombre de politiciens, comme ils le font depuis des années, considéreront qu'ils n'ont pas à s'en occuper en priorité. Or, nous considérons que la République, c'est l'égalité. C'est pour ça que nous les défendons depuis le début de cette campagne. Quand ils sont stigmatisés pour une partie d'entre eux en raison de leur religion, quand ils sont stigmatisés en raison de leur couleur de peau, quand ils sont stigmatisés en raison de leur origine sociale, nous disons la gauche, c'est la République pour tous. Justement, écoutez ce qu'a dit François Fillon, le candidat de la droite. Hier soir à Marseille, il a accusé, non pas Benoît Hamon, mais Emmanuel Macron, de faire du clientélisme dans la plus pure tradition socialiste. Écoutez. Monsieur Macron est venu ici il y a peu à Marseille. Lui qui n'aime guère que sa filiation à François Hollande soit mise dans la lumière, a été jusqu'à s'inspirer d'un discours de campagne tenu par le candidat Hollande en 2012 à Marseille. Comme lui, il a notamment cité une à une les nationalités qu'il estimait représentées dans la salle dans la plus pure tradition du clientélisme du Parti socialiste. Eh bien moi, je ne vous parle pas de vos origines, je ne vous parle pas de votre religion, je ne vous parle pas de votre passé, cela relève de votre histoire personnelle, de vos convictions intimes. Il y a une seule chose qui compte ici et qui nous rassemble, c'est notre fierté commune d'être des citoyens français.
Il fait coup double, Fillon. Emmanuel Macron utilise les méthodes du PS. Non, mais moi, je veux dire deux choses que m'inspire la courte intervention de François Fillon. D'abord, la première, c'est que je pourrais suivre M. Fillon à une condition. C'est qu'un jeune black ou d'origine maghrébine, d'apparence, a aujourd'hui 7 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un jeune blanc que je suis. Donc, le jour où il n'y aura plus de discrimination, M. Fillon aura raison de dire cela. Donc, pour arriver à ce que M. Fillon souhaite, il faut d'abord lutter contre les discriminations. C'est pour ça, par exemple, que Benoît Hamon propose de la créer. Lui dit qu'il parle à tous les Français, oui, quels que soient leurs origines. Il parle à tous les Français. Il a raison, mais enfin, dans la réalité, c'est qu'il y a une partie des Français qui n'est pas traitée de la même manière que les autres, qui est discriminée. Première chose. Deuxième chose, je dirais de manière un peu plus ferme, qu'en matière de clientélisme, M. Fillon est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Car quand on regarde son programme, c'est un programme de clientéliste en direction des riches. Suppression de l'ISF, baisse massive des impôts pour les plus fortunés, démantèlement de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Enfin, M. Fillon est le candidat des très riches dans ce pays. Donc, il a sa clientèle. Nous défendons l'ensemble de la nation, l'ensemble de la République, en considérant qu'il n'y a pas d'égalité en République. Il n'y a pas de République forte s'il n'y a pas d'égalité pour tous les citoyens. Mais pourquoi faire allusion toujours aux origines des électeurs ? Quand Benoît Hamon dit « on n'est pas tous nés sous la même étoile », citant Hayab, parce que c'est une réalité. C'est une allusion claire aux origines des électeurs. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la République, c'est l'égalité. Voilà. Pourquoi nous faisons référence à ça ? Parce qu'il y a des gens qui, dans ce pays, des citoyennes et des citoyens, sont discriminés en fonction de leur origine. Alors que la Constitution l'interdit. Je m'excuse, monsieur, mais quand vous avez 7 fois plus de chances d'être contrôlé par un policier parce que vous êtes black ou vous avez une tête d'arabe, on va dire les choses comme ça, il y a un problème de discrimination selon l'origine supposée d'une personne. Donc ça, nous ne l'acceptons pas et nous voulons lutter contre cela. Bon, c'est ça que nous rappelons. Parce qu'à un moment donné, le rôle d'un responsable politique, c'est pas de raconter une histoire qui n'existe pas, c'est de voir la vérité en face et d'essayer à partir de cela d'apporter des solutions. Mais nier qu'il y ait des discriminations dans ce pays, c'est quelque chose que nous ne supportons plus et que les gens ne supportent plus. Parce que ça crée de la tension, ça crée un sentiment d'injustice et ça éloigne les gens de la République au moment où il faut les rapprocher de la République. J'aimerais qu'on parle également, Pascal Cherki, de Grande-Synthe, le camp de réfugiés qui est complètement détruit. Il ne sera pas reconstruit. 500 migrants ont dormi dehors la nuit dernière. Comment est-ce que vous géreriez, vous, cette crise ? Vous le rouvririez, ce camp ? Non mais... D'abord, moi, je voudrais rendre hommage au maire de la ville de Grande-Synthe qui a... Un écologiste ? Oui, mais c'est pas que ça manquait écologiste, qui a voulu aller jusqu'au bout d'une logique d'accueil des migrants dans la dignité. C'est lui qui a créé ces chalets. Oui, il avait raison. Il avait raison. Bon. Après, il prend la décision de ne pas le refaire. Je peux le comprendre compte tenu de ce qui s'est passé. Mais ça laisse plein et entier la question de l'accueil des migrants. Nous disons arrêtons les hypocrisies. Il y aura toujours des gens qui vont continuer à rentrer en Europe, à moins qu'on accepte de faire de la Méditerranée, de continuer à faire la Méditerranée la mer la plus meurtrière au monde, qui est le honte, la frontière de l'Europe des droits de l'homme. Donc pour cela, il faut l'organiser, l'accueil des migrants. Donc, premier élément, il faut instaurer ce que nous proposons, un visa humanitaire. Si nous voulons éviter que les gens soient les proies des passeurs, des filières clandestines, où ils risquent leur vie, où nous ne savons pas qui rentre, et que ça peut parfois poser des problèmes de sécurité importants, il faut organiser cela, des flux réguliers et maîtrisé. Donc, un visa humanitaire. Deuxième élément derrière, il faut permettre des allers-retours pour une partie des migrants, entre les pays d'origine et la France. Bon, donc, nous proposons d'organiser aussi une forme de mobilité. Savez-vous, monsieur... C'est-à-dire des allers-retours. Renvoyer les migrants ? Non, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des visas qui leur permettent de faire des allers-retours entre leur pays et la France. Vous savez, monsieur, qu'aujourd'hui, quel est le premier contributeur de l'aide au développement, qui est indispensable si on veut éviter que, notamment, économiquement et socialement, l'Afrique subsaharienne s'écroule? C'est l'Union européenne? Non, ce sont les migrants eux-mêmes. Ah, oui. Et oui, ce sont les migrants eux-mêmes par les fonds qu'ils envoient à leurs familles. Aujourd'hui, l'aide au développement est tellement insignifiante et tellement faible de la part de la plupart des pays de l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Par exemple, en France, les migrants contribuent plus au développement de leur pays d'origine que nous, République française, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, une des 5 premières ou 6 premières économies du monde. Il faut voir la réalité en face, monsieur. Donc vous êtes contre les quotas d'immigration, mais comment vous les gérez très concrètement, ces arrivées de migrants? Ça pose des soucis d'organisation, on le voit notamment à Paris, où il y a des camps de migrants illégaux. Pourquoi il y a des camps de migrants illégaux?
Mais parce qu'on ne l'organise pas, l'accueil des migrants. C'est organisé, il y a des, la mairie de Paris a mis en place des logements, parce que l'État ne s'est pas mis. Un camp organisé, un camp légal. Parce que l'État ne s'est pas mis. Mais la mairie de Paris a lutté courageusement, et moi je félicite Anne Hidalgo de la position humaine. Mais c'est pas assez. Mais c'est parce que l'État ne s'est pas mis en situation de le faire. Enfin, les Allemands en ont accueilli 800 000. Ils sont 80 millions, ils en accueillent 800 000. Nous sommes 65 millions, nous en avons accueilli. Nous avons dit que nous en accueillerons 30 000, ce que nous n'avons même pas fait. La France, 30 000, même pas. Alors que nous sommes engagés dans un espace francophone qui va compter bientôt 400 millions d'habitants dans les années qui viennent. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous prétendons être une nation universelle, faire rayonner les droits de l'homme et les valeurs de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, et nous n'accueillons même pas 30 000 migrants. Et je vois des responsables politiques se plaindre de la difficulté d'accueillir 30 000 migrants. Mais nous prétendons avoir quel rôle mondial, monsieur? Quand le Liban en accueille près d'1 million, alors que son PIB est 50 fois inférieur au nôtre. Quand la Jordanie et sa population a été de moins de 4 millions d'habitants. Quand la Jordanie en accueille 800 000, avec un PIB qui est 50 fois inférieur au nôtre. C'est une démission des élites françaises devant ce problème qui nous concerne tout autant que les autres pays. Sur votre projet économique, à présent, vous avez été très, très critiqué, celui de Benoît Hamon, dès le départ, très critiqué dès le départ, avec le revenu universel. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, a eu des mots très durs pour le projet économique de Benoît Hamon, qu'il compare à celui de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Il dit que vous mèneriez le pays à la ruine et à la désolation. Pourquoi est-ce que votre candidat, Benoît Hamon, n'arrive pas à rassurer le monde de l'entreprise? Mais moi, je ne veux pas rassurer M. Pierre Gattaz, qui est un escroc. M. Pierre Gattaz a raconté partout que si on donnait des milliards aux entreprises, il créerait 1 million d'emplois. 40 milliards ont été gaspillés lors du précédent quinquennat. Bon, sans condition, nous avons arrosé le MEDEF et les grandes entreprises de 40 milliards d'euros sans condition. Avec quelle création d'emplois? Monsieur, quand on rapporte au nombre d'emplois créés, les sommes que nous avons dépensées, chaque emploi coûte près d'1 million d'euros. Donc s'il y a bien une personne dans ce pays qui n'est pas qualifiée pour parler de manière crédible des politiques économiques, c'est bien M. Gattaz, qui est un escroc, et moi je n'accepte pas qu'un dirigeant d'une organisation... Il peut vous foutre un procès, comme dirait... Mais qu'il m'attaque en justice, c'est un escroc. Voilà. Et je n'accepte pas qu'un dirigeant d'une confédération patronale me compare à l'extrême droite. Parce que vous voulez qu'on parle de l'extrême droite? L'extrême droite, c'était Vichy, c'était la collaboration. Vous voulez qu'on parle de la différence entre les socialistes qui ont été fusillés pour avoir résisté, les communistes qui ont été fusillés pour avoir résisté pendant la collaboration, et le patronat français, dont je ne suis pas l'avocat, le patronat français qui, le patronat français qui, dans sa grande majorité sous Vichy, a collaboré, y compris dans les aspects les plus ignobles de la politique de Vichy. Donc je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de cet escroc. Est-ce que ce n'est pas le revenu universel qui a déboussolé au début de la campagne de Benoît Hamon? C'est une idée nouvelle. Qui a été mal expliqué. Mais moi, je remarque que celles et ceux... C'est pas le péché originel. Mais je remarque... Le péché, le péché, je n'ai pas cette vision religieuse de la politique. Mais moi, je remarque une chose, c'est que celles et ceux qui critiquent le revenu universel... Le péché laïque, alors. Celles et ceux qui critiquent le revenu universel ne sont pas capables de nous expliquer comment ils vont pouvoir organiser la redistribution des richesses pour éviter que les Français sombrent dans la précarité. Deuxième élément, nous disons que le revenu universel, c'est on accompagne les mutations du travail qui sont devant nous et d'éviter que une grande partie de la population tombe dans la précarité. Qu'est-ce que nous proposons? Parce qu'il faut entendre ce que nous proposons. Nous proposons d'augmenter les minima sociaux de 10% pour les porter à 600 €, de le généraliser au tiers des personnes qui aujourd'hui devraient y avoir droit, mais comme il faut le demander, n'ont pas droit, ils sont dans la grande précarité. De le donner automatiquement à tous les jeunes de 18 à 25 ans qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faire des études, ça coûte cher. Et en même temps, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes jeunes qui travaillent pour financer leurs études, qui ont moins de chances de réussir aux examens, et qui, en plus de ça, de facto, occupent des emplois qui pourraient être occupés par d'autres. Bon, donc ça, c'est la deuxième fonction du revenu universel. La troisième, c'est d'organiser une répartition des richesses sans attenter à la compétitivité des entreprises. Bon, donc ce sera de la redistribution. Et donc nous proposons de le faire, pas pour tous dans cette phase-là, mais pour 19 millions de salariés, jusqu'à 1,9 million de fois le SMIC, en proportion des revenus. Et pour être très court, je vais prendre 3 exemples. Vous êtes au SMIC, à mi-temps, vous gagnez aujourd'hui 570 € net. Comment vous pouvez vivre avec ça quand vous êtes notamment une femme qui a ça comme salaire? Avec le revenu universel, chaque mois, vous aurez 400 € de plus. Vous êtes une personne... Vous travaillez une journée par semaine. Il y en a des jeunes qui travaillent une journée par semaine. Vous êtes payé sur la base de 20% du SMIC. Vous gagnez 220 € net. Vous aurez 500 € de plus. Vous êtes un couple au SMIC. Vous gagnez à vous deux 2300 € net. Vous aurez
Chacun 200 € de plus. C'est de la redistribution des richesses. Voilà c'est le rôle de la gauche. Voilà du concret sur votre projet. Il nous reste 10 secondes. Si vous aviez un bouton rewind pour reculer sur 1 mois, 6 mois, qu'est-ce que vous changeriez dans cette campagne? Rien. Simplement, j'aurais demandé avec force, encore plus de force peut-être, à Manuel Valls, hors du contour des primaires, de s'engager avec encore plus de solennité devant les Français. À soutenir votre candidat, Benoît Hamon. Soutenir le résultat. Merci beaucoup, Pascal Cherki, député PS de Paris et soutien de Benoît Hamon. 8h23, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on vous dit tout sur ce qui s'est passé hier en Allemagne. A tout de suite.